qu'on est plusieurs à avoir la chance de pouvoir voir Georges à la maison. Mais je pense que plusieurs d'entre nous n'avons pas encore lu le livre que tu as fait. Donc peut-être que dans un premier temps, tu peux dire qu'est-ce que c'est que cet objet lisible, non identifié, qui s'appelle l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Mais c'est pas trop long dans la réponse à cette question-là, on a le temps d'en poser d'autres. D'accord. Bien. Peut-être vous dire pourquoi ça m'a semblé important de me mettre au travail sur ce type d'ouvrage. Comme vous, je suis engagé depuis longtemps sur la mobilisation pour libérer Georges, mais il me semblait que nos outils étaient trop éparpillés, qu'on manquait d'outils. Donc j'ai appris avec joie les projets de films qui existaient et je me disais qu'un livre permettrait aussi d'aider à la mobilisation. Ça c'est la première raison. La seconde raison, c'est que même dans les soutiens qu'avait Georges, on faisait rarement référence à sa pensée. En gros, c'était le soutien à quelqu'un qui était injustement traité. Mais pour avoir travaillé, vous pourrez voir sur d'autres livres que j'ai écrits, pour avoir travaillé sur d'autres militants du tiers-monde, je ne supporte plus, depuis un certain nombre d'années, que l'on parle des luttes uniquement comme si on avait affaire à des combattants. Ce n'est pas seulement des combattants, c'est aussi des théoriciens, c'est aussi des penseurs. Et je voulais aussi restituer la pensée de Georges, qui est une pensée éparpillée, parce qu'il n'a jamais eu le temps de s'asseoir, même si on passe du temps en prison, c'est pas là qu'on prend le temps de s'asseoir pour faire la synthèse de ces différentes opinions. Et donc la pensée de Georges est une pensée qui est éparpillée par des déclarations sur des événements, etc. Et il faut les lire en transversal pour saisir la cohérence forte qui est la sienne, et l'articulation profonde de son ancrage communiste, son ancrage anti-impérialiste, son ancrage anticolonialiste. Ce n'est pas des choses juxtaposées, c'est bien une conception du monde qu'il a. Et ça me semblait important de restituer le chapitre important qui est à l'intérieur sur la pensée de Georges, parce que je pense qu'il a, même s'il ne l'a pas écrite comme d'autres grands penseurs, il a une pensée qui méritait d'être synthétisée. Et la dernière raison, c'est que pour moi, on avait vraiment affaire à une affaire, au sens des grandes affaires qu'on a pu appeler ainsi, puisque sont présents à la fois à l'intérieur des acteurs extérieurs à la justice qui interviennent, sont présents des vices de forme ou des fausses accusations, sont présents une intervention de la presse à certains moments qui viennent rendre complètement impossible le jugement, et sont présents donc du coup une condamnation qui n'a aucune base matérielle. Donc pour moi on avait affaire à une affaire qui plus est une affaire d'État. Une affaire d'État parce que l'État était directement engagé par, et pas seulement l'État états-unien, mais également l'État français, là, en l'occurrence, par un mensonge d'État, d'abord, puisque un accord avait été passé pour la libération de Georges et que l'État est revenu là-dessus en inventant tout un stratagème pour justifier son maintien en détention, mais également de l'État sioniste et également de l'État états-unien. Donc on a, pour moi c'était également une affaire, et donc l'objectif était pour moi de contribuer à la mobilisation non seulement des militants, mais également de ceux qui seraient sensibles juste à la notion de justice. Je pense que dans le mouvement pour Georges, nous avons à réussir, et c'est pas facile, hein, je ne sais pas comment faire, réussir à mobiliser ceux qui vont le soutenir pour son engagement militant et ceux qui vont le soutenir parce qu'il y a une injustice qui a été posée, quand bien même on serait en désaccord avec son engagement militant. C'est tout le pari qui nous reste dans les mois et j'espère pas les années, mais en tout cas le mois, l'année ou les années à venir, qui est de réussir à renforcer la mobilisation militante et à l'élargir à des gens qui seraient sensibles juste à la notion de droit et de non-respect du droit qui a marqué
l'ensemble de la question. Donc voilà pourquoi j'ai travaillé sur cet ouvrage. Je voulais également montrer dans cet ouvrage la cohérence de Georges. Cohérence qui est non pas exceptionnelle, parce que dans l'histoire, on a connu des moments dans lesquels des militants et des penseurs ont été aussi cohérents en termes de résistance, mais qui est assez exceptionnelle dans notre période actuelle, dans la période de mondialisation, de reflux idéologique, etc. Là, par contre, on a beaucoup moins d'exemples, et Georges est un exemple qui montre que c'est encore possible. L'un d'entre vous me faisait remarquer tout à l'heure que tous les exemples que j'ai donnés historiques sur d'autres exemples de défense aussi cohérents étaient des exemples des années 50, 60, ou de la Commune de Paris, etc. Effectivement, des périodes dans lesquelles c'était beaucoup moins exceptionnel d'avoir cette cohérence. Aujourd'hui, Georges est un symbole parce que dans la vague de reflux idéologique mondial qui est la nôtre, c'est très rare, il y en a moins. Et donc, c'est sans doute pour ça aussi qu'il y a un acharnement contre lui aussi fort. Il montre qu'une autre attitude face à l'exigence de reniement est possible. Il montre que même si ça se paye, la cohérence avec ses convictions, c'est important. Et donc, c'est une des causes, c'est pas la seule ni la principale, hein. Mais en tout cas, c'est une des causes de l'acharnement contre lui. Voilà rapidement, parce qu'on m'a demandé d'être rapide. Merci. Alors, vous avez déjà répondu à mes questions, donc ça va plus vite. Ensuite, alors, votre livre auprès des lecteurs a eu quel écho? C'est difficile à mesurer. Ce que je sais, c'est que très vite, il a fallu, je me retourne vers toi, tu sais peut-être mieux que moi, il y a fallu une deuxième édition. Il a fallu le retirer, donc ça veut dire qu'on avait vu trop petit initialement. Je commence moi à avoir des retours et des échos, comme je suis présent dans d'autres fronts militants, et donc des gens me disant on a lu le livre. Je pense que le livre est très bien passé et c'est bien vendu dans le réseau militant large. C'est-à-dire qu'on a dépassé la sphère de ceux qui sont habituellement mobilisés pour Georges. Je pense qu'on a irrigué les associations qui se mobilisent sur la Palestine. Je vois les invitations qu'on a, c'est pas forcément les comités pour Georges Vallandana, c'est tout ce qui bouge sur la Palestine. On a touché, à mon sens, assez fortement les associations issues de l'immigration. Donc on est passé en gros de ceux qui se mobilisent actuellement à Georges à quelque chose qui est plus large mais qui reste militant. On n'a pas encore touché, voilà, faut pas, il y a encore du chemin. Et quelques librairies indépendantes? Oui, alors, le problème c'est que le livre est sorti pendant le confinement. Donc ça, moi je l'ai bien vu parce que j'ai bien vu des gens qui appelaient en disant mais on voudrait un accord de principe, mais on ne peut pas prendre de date. Et puis depuis la rentrée, là en septembre, c'est vraiment quasiment toutes les semaines qu'il y a une demande. Donc je pense que les gens essayent de rattraper le retard. Donc il est trop tôt pour répondre, mais les librairies commencent, oui. Okay. Et au niveau de la presse? Alors, la presse, zéro. En même temps, c'est pas surprenant. Hein. Sur Georges, moi, je pense qu'il faut inverser la logique. Je pense que c'est quand ça en parlera de manière massive que la presse en parlera, et pas l'inverse. C'est pas la presse qui en fera parler. Il y a des livres où c'est la presse qui permet d'en parler. Là, c'est exactement l'inverse. Ce sera la banalisation du film et du livre qui fera que ils viendront. Moi, je l'ai lu et je vous remercie de ce travail que vous avez fait. Ça a éclairé, comme vous dites, sur la pensée politique de Georges, sa cohérence. Moi, je n'avais pas suffisamment de données. C'est assez dense quand même, mais je trouve que votre travail de fond enrichit le politique. Merci. Merci. Oui, quelle source tu as eu accès au dossier directement, ou c'est indirect, ou c'est comment? Alors, c'est très fourni. ça a été un travail, en réalité, là vous avez mes derniers ouvrages, là, c'est celui qui m'a demandé le plus de boulot. Les sources sont éparpillées. Il faut
faire des recherches pour avoir, en réalité, je savais ce que je cherchais, mais je ne savais pas où chercher. Et parfois, il a fallu faire un détour par un journal libanais pour avoir l'information que je souhaitais avoir. C'était un boulot de titan. Et puis, ça a été le grand coup de main que j'ai eu, c'est le coup de main de Georges lui-même, qui a corrigé systématiquement au fur et à mesure que je me plantais, que j'avais une information qui n'était pas vérifiée. Et donc là, je pense que sans ces retours, je n'aurais pas pu le faire comme je l'ai fait. Donc deux choses, une recherche de fourmis sur le net, sur tout ce qui a été publié, etc. Et le coup de main de Georges qui m'a précisé les choses. C'est un bouquin particulier à écrire, hein, parce que pour mes autres bouquins, je dis ma pensée. Là, je dis ma pensée, j'essaie d'être fidèle à la pensée d'un autre. Et donc, c'est beaucoup plus dur, parce que ça veut dire que je dois vérifier que c'est bien sa pensée. Il y a eu des corrections, parce qu'il ne souhaitait pas qu'on dise ça, parce qu'il souhaitait que tel aspect soit développé, etc. C'est une biographie. Le plus grand compliment que j'ai eu, j'avoue que j'attendais sa réaction avec angoisse. Le plus grand compliment que j'ai eu, j'en suis pas peu fier, je le dis très franchement, c'est son retour après la lecture du livre une fois sorti. Il m'a dit que j'avais été fidèle aux événements et fidèle à sa pensée. Et il m'a dit, et tu as même sur la question de la pensée, tu as même mis des liens qui pour moi maintenant sont évidents, mais qui n'auraient pas dit spontanément. Parce que comme il s'est exprimé sur des déclarations, il n'avait jamais eu l'occasion de présenter sa pensée comme synthèse. Et donc là, il me disait, mais j'ai découvert ma pensée. C'était un peu un jeu de mots, mais... C'est des travailleurs épistolaires de Georges ou il y a eu... Alors, je lui ai envoyé par morceaux, en fait, est-ce que tu peux expliquer, en fait, les raisons pour lesquelles la situation judiciaire est bloquée? Alors, je peux expliquer mon analyse de ça. Hein. Oui. Alors, je pense que je vais commencer par les causes lointaines. Les causes lointaines, c'est justement la centralité de la question palestinienne, qui est le cœur de la pensée de Georges, en réalité. Et pas que de Georges. En réalité, c'est le cœur de la pensée de toute la gauche arabe. La gauche arabe s'est construite sur la perception de cette centralité-là. Centralité qui vient, qui est d'abord une centralité du temps long, puisque le projet sioniste en lui-même, quand il devient acte, c'est-à-dire lorsque il y a la déclaration de Balfour qui fait passer d'un projet abstrait à l'idée que ça va devenir possible, la déclaration de Balfour, d'emblée, n'est pas simplement une opposition entre deux peuples, mais l'opposition entre un peuple et un système impérialiste. On a bien derrière un dessein pour le Moyen-Orient, pour la domination du Moyen-Orient. Et donc, dès le début, avant même la création de l'État d'Israël, le sionisme en tant que tel est un outil de l'impérialisme et ça pose la question palestinienne comme une question particulière. Ça n'est pas une question coloniale comme l'Algérie. C'est une question coloniale, mais pas au sens de l'Algérie, puisqu'en Algérie, il y avait un impérialisme qui occupait un territoire. Et d'autres impérialismes, d'ailleurs, pouvaient s'opposer à cet impérialisme. À un certain moment, les USA, voulant rafler la mise, ont pris contact avec le FLN en Algérie en se disant c'est peut-être intéressant que les Français soient virés pour qu'on prenne leur place, pour qu'on là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. La pensée des Balfour de créer un État juif en Palestine, c'est au service du système impérialiste et de l'ensemble des impérialismes anglais, français, états-uniens, etc. Donc dès le début, ça pose une question, une particularité de la question palestinienne, qui n'est pas d'ailleurs entièrement spécifique.
on retrouve, je le disais tout à l'heure, on retrouve des cas similaires avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'était pas les Anglais simplement, il y avait des capitaux états-uniens, des capitaux allemands, des capitaux, etc. Et c'est pour cela que ça a été dur de foutre en l'air l'apartheid, beaucoup plus dur qu'une autre lutte de libération nationale, parce qu'il y avait, on va dire, que Israël est le gérant des intérêts désintérialisés, donc un peu comme l'Afrique du Sud. Donc une centralité de ton nom. Secondo, dans la pensée de Georges, la centralité s'est renforcée après la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'avec les équilibres qui naissent de la Seconde Guerre mondiale, en gros la défaite de l'Allemagne nazie, la victoire de, même si ici on nous dit les Alliés, la victoire de l'URSS, parce que c'est comme ça que c'est perçu à l'époque dans les rapports de force, etc., font que la maîtrise du Moyen-Orient prend une place encore plus importante. Et que du coup la création de l'État d'Israël va jouer dans cette centralité particulière que va avoir l'État d'Israël. Troisième dimension de centralité sur laquelle insiste Georges, c'est la mondialisation. La mondialisation actuelle, qui est une mondialisation capitaliste et qui vient avec la disparition des équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale, qui vient bousculer tous les équilibres du monde, avec l'idée que il est désormais possible de faire ce qui n'était pas possible du fait de la résistance des peuples. Et en particulier ce fameux projet de redessiner toute la carte du Moyen-Orient, dont on paye depuis maintenant 15 ans, qu'on paye systématiquement par des guerres. Ça passe pour que Israël reste l'État qui maîtrise toute la région, pour qu'elle devienne l'État qui maîtrise toute la région. Ça passe par la balkanisation d'un certain nombre d'États. En Irak, ça a été le retour en arrière d'un siècle et demi et l'éclatement de l'Irak. En Syrie, c'est la volonté de faire éclater la Syrie. Toutes les différentes guerres, c'est l'éclatement de toutes les puissances qui, de près ou de loin, pourraient venir contrecarrer le rôle qu'Israël qu'on a conféré à Israël. Et cette centralité-là, elle est vraiment essentielle pour comprendre pourquoi ça prend autant de place chez Georges. Pourquoi un Libanais met au cœur de son combat la question palestinienne. Nous tous, nous mettons la question palestinienne dans nos combats. Mais pourquoi elle apparaît au cœur? En réalité, c'est une centralité dans la trajectoire humaine de la région. On ne peut pas comprendre le rôle d'Israël sans prendre en compte ses interventions au Liban. Ça fait partie de la fonction qu'on lui a dévolue. Et par conséquent, les militants progressistes au Liban ne peuvent pas ne pas croiser la question palestinienne et très vite se rendre compte qu'il n'y aura pas d'équilibre au Liban sans régler la question palestinienne. Et c'est le cas de tous les pays arabes. Et ça fait une autre dimension de centralité, pas seulement historique cette fois-ci, mais d'aujourd'hui. Le sort des différents pays arabes de la région est relié à la question palestinienne. Malheureusement, parfois, puisqu'aujourd'hui, avec les refus et les trahisons au sein du monde arabe, c'est les Palestiniens qui sont encore plus isolés. Ce qui veut dire que, pour comprendre l'engagement de Georges, il faut vraiment prendre en compte le caractère particulier de la colonisation israélienne. Comme toutes les colonisations, c'est de la violence. C'est du vol de terre, bien sûr. Mais ce n'est pas que ça. Comme toutes les colonisations de peuplement, par exemple comme en Algérie, c'est la volonté de remplacer un peuple par un autre. Mais ce n'est pas que cela. C'est la gestion des intérêts de l'ensemble des puissances impérialistes dans la région. Et donc, les Palestiniens sont dans une situation, et ça Georges insiste vraiment là-dessus, une situation particulière qui est qu'ils ne gagneront que par la défaite du système impérialiste. Et ça montre la difficulté de leur lutte. Mais ça devrait aussi interroger toute la gauche mondiale sur la centralité du soutien à la résistance palestinienne. Toutes les luttes méritent d'être soutenues dans le monde entier. Mais certaines d'entre elles ont un impact sismique. Et la Palestine serait un impact sismique. Imaginons demain une Palestine libre et démocratique, ça remet en cause tous les plans sur cette région stratégique et le Moyen-Orient. Et donc c'est une dimension de sismique. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien compris par de nombreux militants progressistes de la région, moins compris à l'échelle internationale, en tout cas moins compris aujourd'hui à l'échelle internationale. Dans un de mes livres,
je faisais le point sur les débats dans un grand moment du mouvement anti-impérialiste mondial qui était la tricontinentale en 66. Et en 66, il y a, comme ce que dit Georges, ce que je dis ne sont pas des choses nouvelles, en 66 à la tricontinentale, ils ont appelé à soutenir l'ensemble des mouvements anticoloniaux du monde, mais en disant il y a des questions brûlantes. Et dans les questions brûlantes, ils en mettaient deux, le Vietnam à l'époque et la Palestine. Cette notion de question brûlante, c'est une autre manière de dire centralité. En réalité, ça a un impact plus fort que simplement le peuple qui se libérait. Ça a un impact beaucoup plus global. Je ne sais plus pourquoi je disais tout ça. C'était quoi la question? Au départ, je te demandais comment tu voyais la question judiciaire. Donc, je pense que tu n'étais pas hors sujet en étant à ce point en amont de la question judiciaire, parce que, et je crois que c'est comme ça que je vais rebondir sur la question, dans ton bouquin, tu présentes souvent, un peu comme le préfet Bonnet, les pressions états-uniennes et israéliennes comme un abaissement de la France, comme une manière de la France d'être en dessous de tout et aux ordres. Alors que dans ce que tu viens d'expliquer, tu expliques que c'est pas que la France est simplement aux ordres, c'est qu'elle est partie prenante et partenaire. Absolument. Et là, il y a une nuance sur laquelle je veux bien que... Alors, ça renvoie à d'autres débats. Je vais juste le dire rapidement, si ça vous intéresse, je pourrais approfondir, mais je pense que dans l'analyse qu'on fait des différentes puissances impérialistes aujourd'hui, il y a des impérialismes qui deviennent secondaires et il y a des impérialismes qui sont dominants. Et donc, je pense que la France, même si elle a une nostalgie d'empire, et je pense qu'on ne peut rien comprendre à la réaction qu'on a aujourd'hui, avec le danger de fascisme qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a une véritable fascisation, si on ne prend pas en compte ce, entre guillemets, déclin de l'impérialisme français. Autrement dit, les peuples ont réussi à lui donner des baffes à l'impérialisme français, et ça continue. Ce qui se passe au Mali, l'image qu'a la France en Afrique, etc., c'est vraiment une remise en cause d'un certain nombre de dominations. Et l'impérialisme français est à la fois dépendant des États-Unis, mais voulant jouer son propre jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas contradictoire pour moi de dire ils sont présents et en même temps ils sont sous pression des États-Unis. C'est des amis sur les intérêts communs et des ennemis sur ce que chacun peut arracher. Et donc je pense qu'il ne faut pas opposer ces deux thèses, elles vont ensemble. Elles vont se trouver ensemble. Sur le plan strictement judiciaire, je pense qu'on a, on a tout eu dans cette affaire. Hein. On a eu quelqu'un qui est arrêté juste pour un délit et qui se retrouve 38 ans en prison. On a la découverte opportune au moment où on a besoin de le découvrir pour ne pas répondre à un engagement international d'une arme de manière douteuse. Donc la violation d'une parole d'État, c'est quand même assez rare d'avoir à ce niveau-là une parole d'État qui est volée. On a une campagne de presse qui n'a pu exister que par des fuites, parce qu'on est au tout début de l'affaire, d'où viennent ces fuites, qui font peser une pression. Georges est déjà condamné dans la presse avant le jugement. Et il y a même des menaces, hein, je cite un certain nombre d'articles de presse, il y a des menaces à l'intérieur de journalistes disant s'il n'est pas condamné, ça voudra dire que vous êtes complice, etc. Donc on a une campagne de presse de ce type-là. On a les preuves on a des parties civiles d'États étrangers impliqués sur la question palestinienne, donc les États-Unis. On a des pressions ouvertes de ces États. Bref, si on cumule tout ça, il y a très peu d'affaires judiciaires dans lesquelles on a cet acharnement-là. Quand on écoute après ce qui a été exigé de Georges lors de ces différentes demandes de libération, on s'aperçoit bien que, au-delà des faits, ce qui est jugé, c'est le symbole. C'est ce qui est devenu Georges comme symbole. Quand on insiste autant sur la question du reniement, reniez-vous vos engagements passés, reniez-vous les méthodes, reniez-vous la lutte armée,
quand on insiste autant là-dessus, c'est bien que ça n'est même plus les faits qu'on juge. On juge quelqu'un qui est devenu un symbole de résistance. Pas tant en France d'ailleurs, parce qu'il est peu connu, mais dans le monde arabe. Et je pense que la libération de Georges sonnerait effectivement, serait vécue effectivement comme un encouragement à maintenir la lutte, à ne pas. C'est tellement difficile qu'il y a des gens qui craquent, il y a des gens qui arrêtent, etc. Et donc Georges est devenu symbole de résistance. Je pense que derrière les faits judiciaires, c'est ça qui ressort essentiellement. C'est pour cela que je suis à la fois optimiste et pessimiste. Je suis extrêmement pessimiste sur le déroulement spontané de l'affaire. Je ne pense pas qu'il y aura de libération spontanée de Georges. Je pense même que l'idée de le laisser mourir en prison, bien sûr qu'ils n'aimeraient pas, mais qu'ils préfèrent ça à une libération de Georges qui serait perçue au Liban comme une victoire. Il faut se rappeler comment Macron parle aux Libanais. C'est le territoire de la France, c'est perçu comme devant être le territoire de la France. Il faut voir comment on parle du Hezbollah. Moi, je n'ai pas d'affinité idéologique avec le Hezbollah, simplement la fonction qu'il joue au Liban fait qu'on en parle ici comme du diable. Et ça fait partie aussi de l'axe de, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas de l'axe d'opposition au pôle atlantique. Chine, Russie, Iran, Hezbollah. On a un pôle qui s'oppose à l'autre pôle, et donc on est bien là dans quelque chose qui est géostratégiquement énorme. Et Georges, là-dedans, il joue un symbole, c'est une fonction de symbole. Et donc je pense que derrière le judiciaire se cache surtout cette volonté d'éviter la libération d'un symbole. Donc pessimiste, parce qu'ils ne libéreront pas sans nouvel événement. Pessimiste parce que, et y compris c'est je crois être un désaccord que j'ai avec Georges, c'est que je pense qu'il a surestimé le rôle que pouvait jouer le Liban dans sa libération. Je pense que le Liban ne fera pas plus que ce qu'il a fait, ce qui est déjà pas mal par rapport à avant, ne fera pas plus, en tout cas qu'il ne peut pas faire plus, et que par conséquent ça renvoie la balle, et ça c'est mon côté optimiste, pour être optimiste, ça renverra à la mobilisation dans la rue. C'est-à-dire que ça ne sera pas des tractations entre États qui libéreront Georges, ça sera la capacité à se mobiliser. C'est dire le chemin qu'il nous reste à parcourir. C'est sûr. Il y a une question qui parle très, très bien de quelque chose qui est le fait que la mobilisation ici échoue, parce que ce que tu appelles le défaitisme des gauches, de tous ceux qui, logiquement, devraient soutenir ce cas qui est les défenseurs des droits de l'homme. Est-ce que ça, tu peux... Alors, oui, je ne vais pas répéter seulement ce que j'ai dans le livre, je voudrais élargir. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle La gauche et la guerre. Alors, je pense qu'il y a une défaite idéologique qui est énorme et que les classes dominantes ont réussi dans les années 90, quelle que soit l'analyse qu'on faisait d'ailleurs de l'URSS, certains pensaient que c'était socialiste, d'autres pensaient que non, peu importe, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est le combat idéologique qui a suivi la disparition de l'URSS. Je pense que les classes dominantes de la planète, et en particulier aux États-Unis, les think tanks qui pensent les stratégies offensives, ont axé la bagarre sur ce qui se défait là. Ça n'est pas l'URSS, c'est l'idée même d'émancipation, c'est l'idée même qu'autre chose est possible, c'est l'idée même que, pour beaucoup d'entre nous, on appelle ça le socialisme, que le socialisme est possible. Et donc la bataille idéologique a porté là-dessus. Dès qu'on enlève ça, il reste quoi comme facteur d'opposition à la guerre? Parce que ça dépasse le cas de Georges, ça renvoie, est-ce que je peux soutenir des gens qui s'opposent à un dominant? Et c'est derrière cela, et d'ailleurs on a des effets ici à plus petite mesure. Pour moi, lorsqu'un ouvrier gréviste d'Air France, je crois, arrache la chemise d'un DRH, et que des gens de gauche trouvent ça scandaleux, on est bien là dans la même chose que je ne peux pas soutenir Georges parce qu'il est terroriste. On ne va même pas regarder
les faits. Et dès que le mot terrorisme est prononcé, on ne s'interroge plus sur mais qu'est-ce qui peut amener des gens à prendre des armes. La seule question, le mot terrorisme suffit à ne pas se tenir. Et je pense que là-dessus, il y a du recul idéologique énorme. Dans les années 60 et 70, on avait toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche qui disait non, il y a des luttes justes et des luttes réactionnaires. On ne peut pas amalgamer la lutte du peuple palestinien en l'appelant terroriste alors que c'est une résistance. Cette notion de guerre de résistance et de terrorisme se mélange. Et ça, c'est un aspect de la bataille idéologique. Et pour Georges, c'est quand même assez net. Le nombre de gens qui ont peur d'être accusés de soutenir les terroristes et qui ont privé, vous dites c'est scandaleux que Georges reste en prison. Je peux vous dire, j'ai rencontré un certain nombre de gens en privé qui disent mais il faudrait tout faire pour le libérer, mais qui ne vont rien dire en public. Parce que c'est pas seulement des gens convaincus, c'est aussi des gens qui ont peur maintenant. Ils ont peur d'être accusés de soutenir un terroriste. Donc il y a tous ceux qui déjà considèrent que prendre les armes c'est scandaleux, etc. Donc ça c'est déjà un recul. Et deuxièmement, il y a des gens qui ont peur d'être taxés de soutien terroriste. Je pense que là-dessus, il faut vraiment qu'on continue à interpeller, qu'on oblige le maximum de gens à prendre position et qu'on ne se satisfasse pas des fausses réponses. Les réponses qu'on a aujourd'hui, c'est oui, il y a eu une déclaration. On prend un exemple, non, je ne vais pas prendre d'exemple précis. Voilà, une grande organisation, parce que je ne veux pas que ça desserve la campagne, une grande organisation dans laquelle il y a eu effectivement une déclaration, mais moi je demande à chacun de ses députés de s'exprimer, parce que c'est pas la même chose, c'est rendre vivant la mobilisation. Une déclaration, oui, elle passe et puis tout le monde l'a oublié. Et donc ça pose vraiment et je pense que derrière ça, il y a cette idée de ne pas se faire accuser d'être un soutien de terrorisme. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment qu'on reparte à l'offensive. On n'arrivera pas à reconstruire de véritables soutiens, pas seulement à Georges, mais à tous les peuples qui se battent aujourd'hui, si on n'est plus capable de faire la distinction entre une bombe posée par un fasciste ou un résistant palestinien qui prend une Kalachnikov parce que Gaza a été bombardé. Si on ne fait pas cette distinction-là, eh bien, si on appelle tout ça terrorisme, on a reculé avant les guerres de libération du XXe siècle, donc avant les années 50. Donc le recul idéologique n'est pas petit. Ceci dit, ce n'est pas le seul endroit. Hein. Sur le point, on a reculé idéologiquement, donc c'est une partie du recul global. Une question parallèle, pas très importante. Quelle est cette idée bizarre de demander à Pierre Sambou de faire une préface? Alors, sur les questions de la préface et de la postface, je voulais à tout prix qu'il y ait Jean-Marc, pour des raisons que tout le monde connaît. Voilà, Jean-Marc a été un de ses camarades d'emprisonnement, etc. Et je voulais qu'il y ait Pierre, parce que non seulement la présentation de la question palestinienne et de tous les soutiens à la cause palestinienne continue de se faire sur l'idée que c'est un conflit judéo-musulman. Avant on disait judéo-arabe, maintenant c'est de plus en plus judéo-musulman. Quand vous regardez par exemple, alors que ça n'a jamais été, et ça ne l'est surtout pas aujourd'hui, quand vous regardez comment on a réagi au moment de la deuxième intifada, quand des dizaines de milliers de jeunes issus des quartiers populaires, et en réalité des jeunes issus de l'immigration maghrébine, sont descendus dans la rue, ça a été d'expliquer tout ça. Ils sont descendus par haine des juifs, c'est parce qu'ils sont musulmans, etc. Il suffit de regarder l'héritage de ces jeunes. Ces jeunes, ils ont entendu dans leur famille parler de la colonisation. Ils ont entendu parler de ça. Ils voient des images, ça leur rappelle les images de la grand-mère qui leur racontait comment les Français bombardaient. Il n'y a pas besoin, il y a de l'héritage qui explique l'engagement. Or, toutes les grilles explicatives étaient autour de l'islam. Et donc, je trouvais, voilà, j'ai dit à Pierre, qui est à l'UJFP, il y a le mot juif dedans. C'est important que dans la défense de Georges, ça soit présent, pour que ça ne soit pas présenté
comme étant, ouais, c'est un musulman. On le dira quand même. Hein. Musulman ou pas, islamo-gauchiste. Ça, c'est sûr. On devait avoir initialement une troisième préface, mais qu'on n'a pas pu avoir à temps, et parce que pour des raisons de confinement et de maladie, c'était Angela Davis qui avait accepté. C'est dommage. Sur le procès, il y a normalement le fait que ça peut être un moment politique où on dénonce les raisons de l'acte qui est mis en cause. Alors là, apparemment, Georges n'a jamais pu expliquer historiquement, remis dans des déclarations, mais jamais dans le procès, il n'a pu exprimer les raisons de l'action de contre-occupation. Donc dénoncer ce que tu dis à un moment donné, retourner l'accusation contre l'accusateur. C'est ça la situation. Là, la stratégie de défense qu'a choisie Georges et puis la manière dont sont construites les choses lui ont permis à la fois de tenter de rester cohérent avec les stratégies de défense. Donc, dans ses déclarations, il a toujours dit ce qu'il avait à dire, mais il n'a pas pu le faire comme d'autres l'ont fait devant le juge. C'est une stratégie de ne pas répondre. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que bon, la défense de rupture qu'il a prise, c'était de contester la légitimité par l'analyse qui fait l'analyse politique des classes, etc. Donc c'est une justice au service des impérialismes et au service des classes dominantes. Et donc c'est de dire oui, je trouve que c'est très fin d'ailleurs, de dire oui, vous avez la légalité de le faire, mais la légitimité, non. Alors c'est vrai que du coup, ça enferme un peu, mais enfin, sa déclaration initiale était quand même très claire, y compris sur les faits, puisque ça met en cause toute l'accusation. Non, moi je pense que le problème, c'est que du coup, il s'est enfermé. Je comprends sa logique, hein, je pense que bon, tu vas me dire, j'ai été maoïste et c'est un peu ça, sans doute l'analyse entre les contradictions principales et les contradictions secondaires qui me fait dire ça. C'est que il y avait quand même, je crois, sans remettre en cause justement cette illégitimité, la possibilité de jouer sur des contradictions internes, et notamment en faisant appel, non, puisqu'il n'y avait pas d'appel, je rappelle, il n'y avait pas d'appel possible à l'époque des décisions d'assises, mais en allant en cassation, éventuellement devant la Cour européenne, etc. Je pense que c'était pas nier, c'était pas non plus se nier par rapport, mais c'était prendre en compte un appui qui n'a pas voulu prendre. Et c'est pas la faute de Vergès, puisque Vergès, on a eu l'occasion d'en discuter. Et puis sur la question, c'est Georges qui a dit ça. Après, évidemment, c'est-à-dire de ne pas contester la décision, parce qu'a priori, la décision, de toute façon, elle était déjà écrite. Voilà. Mais il n'y a pas eu de prise en compte, à mon avis, de ces contradictions secondaires qui font, et bien c'est tout le problème d'aujourd'hui, qui est le même. C'est-à-dire, Georges ne veut plus faire de demande de mise en liberté. Bon. Je comprends tout à fait sa démarche, puisque de toute façon, il dit à juste titre, c'est voué à l'échec. Mais le problème, c'est que pour développer un rapport de force en France, notamment, et même en tout cas en France, c'est que s'il n'y a pas une démarche de sa part là-dessus, c'est très très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très très difficile à faire parce qu'il n'y a pas des moments de cristallisation qui pourraient permettre d'unifier un maximum de personnes sur sa mise en liberté. Donc c'est un peu le même. Mais pas tout à fait sa démarche. Si on compare à d'autres moments où il y a des éléments de comparaison, si on compare à la défense que choisissaient les militants du FLN qui étaient en prison, il y a plusieurs modes de défense qui ont été choisis. Plusieurs modes de défense, tous en critique de la Cour, mais certains acceptant de répondre,
d'autres refusant, avec exactement les mêmes arguments que Georges. Donc il y a eu plusieurs... mais ça montre aussi la difficulté dans laquelle est Georges, c'est que ses choix stratégiques, il a souvent été seul pour les prendre. C'est-à-dire l'état de Maubeuge, c'est lui dans sa prison, et son avocat. Il n'y avait pas une organisation derrière ou un mouvement de solidarité suffisamment puissant. Et donc il n'y avait pas de débat stratégique, il était seul à le prendre. Je ne dis pas qu'il a eu tort ou qu'il a eu raison, je dis juste une des différences avec d'autres stratégies qui ont été choisies, c'est que c'était pensé en termes de, y compris de tactique, parce que ce que tu soulignes là, c'est qu'on a besoin de temps pour la tactique. Alors, on a besoin, par exemple, effectivement, si Georges décide de réutiliser les rares possibilités légales qui existent, ça donne un support pour la mobilisation. Lui, il le vit comme reniant. Donc, c'est le débat qu'il faut avoir avec lui. Mais ça n'est que maintenant où il y a du monde, ça fait quelques années seulement qu'il y a du monde qui vient le voir, que ça recommence à bouger. Il a été seul pendant longtemps, quoi. Et lui et son avocat, face à son avocat. Il ne faut pas sous-estimer ça fait partie, ce qui a été Maurice qui le sait, hein, la dimension du collectif, quoi. Le collectif, il est essentiel, et Georges n'a pas pu bénéficier de collectif. Je trouve que ce qui est intéressant dans ton livre aussi, là-dessus, sur cette même question, c'est de montrer, j'allais dire, c'est pas le terme exact, je trouve pas la malchance de Georges, si je puis dire, c'est-à-dire d'avoir été toujours au mauvais moment par rapport aux lois, par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, bon, le premier truc, il est jugé par la Cour spéciale, c'est je crois la première ou la deuxième. La première. La première affaire, la Cour spéciale. Il y a eu un débat d'ailleurs à l'époque, quand même, à la Cour spéciale, sur si elle était compétente ou pas. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été jugé en février 87. La Cour spéciale a été mise en place en octobre 86, donc quelques mois avant, et on se sont aperçus que n'avait pas été prévue la question de rétroactivité ou pas. Et c'est en décembre, c'est une loi du 31 décembre 86, c'est-à-dire 2 mois avant, spécial pour Georges, puisque c'est le seul procès là, qui l'étend aux décisions en cours, aux instructions, aux affaires en cours, c'est exactement le terme. Ce qui posait déjà un gros problème juridique. C'est quoi une affaire en cours, puisque les faits datent de 82, donc il n'a jamais, moi, le truc sur lequel j'insiste beaucoup, Georges n'a jamais été condamné pour terrorisme, ni complicité, mais jamais pour terrorisme. Donc, et ce que j'essaie, moi, en discutant avec lui, de faire net, c'est que de demander par exemple une révision ou une mise en liberté et tout, n'est pas absolument pas jugé sur la question. C'est au contraire l'occasion de peut-être faire admettre la distinction entre terrorisme, c'est-à-dire attentat aveugle, etc., vis-à-vis de la société civile, des innocents, etc., par le choix qu'avaient les FARC à l'époque, et bien énoncé, tu reprends les déclarations de l'époque, etc., qui étaient des attaques ciblées, des actes de guerre. Et ça, en France, je pense que là, c'est pas possible qu'on n'arrive pas à faire admettre, parce que la France a quand même cette spécificité d'avoir été occupée par les nazis, et la position gaulliste, notamment, a été quand même de résistance. Aujourd'hui, il ne vient plus à l'esprit de personne de dire que les résistants étaient des terroristes. Bon, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les méthodes employées qui permettent, c'est aussi l'idéologie qu'il y a derrière, etc., etc. Donc je crois que ça c'est un point important, quoi. Dès le départ, c'est malchance. Et alors après, on n'en parlons pas, à chaque fois qu'il y a eu des lois sur le terrorisme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, une loi qui porte sur le code pénal lui-même n'a pas d'effet rétroactif, mais toutes les lois dites de procédure et d'exécution de peine ont des effets rétroactifs. Donc, ça a permis de repousser systématiquement ces demandes de mise en liberté. Attention, à l'époque c'était 15 ans, aujourd'hui on est à 20, aujourd'hui on est à 30 ans, etc., etc. Et ça, je pense que c'est des éléments qu'il nous faut arriver à développer de façon claire pour entraîner ces entre guillemets, démocrates, droits de l'homme et autres. C'est compliqué parce que, comme tu l'écris très bien en reprenant de ce que dit Georges, c'est-à-dire qu'il y a toute une analyse qui est vraie. Moi
moi je la partage, mais enfin, on va dire, en même temps, on se sent couché. C'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est les droits occidentaux de l'homme. Les libertés, c'est etc., etc. Donc on est à la fois, il nous remet en cause en même temps, si tu veux, ce qui fait que la crainte d'utiliser, de se faire traiter de terroriste, moi personnellement, c'est la crainte de me faire traiter par Georges de complice impérialiste et tout ce que tu fais dire. Voilà, il y a une contradiction là, si tu veux, qu'il faut arriver, qui est difficile à dépasser. Mais qu'il faut arriver à dépasser. Je suis entièrement d'accord avec ton analyse, Étienne. J'ajouterais juste que c'est un bon analyseur de nos reculs. Le simple fait qu'on accepte la rétroactivité, qui n'est pas un grand mouvement à ce moment-là, au moment de la constitution de la Cour spéciale, rien que ça, à une autre période, il y aurait eu une levée de bouclier massive, indépendamment de l'affaire. On décide pour la première fois rétroactivité et ça ne bouge pas, sous prétexte de terrorisme. Et ça souligne d'ailleurs l'ensemble des dangers sur les droits démocratiques qui sont liés au discours sur le terrorisme. À chaque moment où on a mis en avant le discours sur le terrorisme, ça a diminué les droits des travailleurs, les droits des citoyens de manière massive. On est bien là dans... Le recul de Georges montre le recul plus général de notre société. Il y a quand même une donnée importante, c'est qu'il ne veut pas sortir tout coûte, en tout cas à n'importe quel prix. Mais tu l'as dit au début, c'est la raison, il l'a rappelé il y a pas très longtemps, le sale travail. Il y a un truc un peu d'humiliation politique à laquelle il est confronté, et aussi à qui, lui d'un point de vue purement politique, à qui il demande cette protection. Il demande à une justice qu'il ne reconnaît pas, comme il l'a dit dans sa déclaration. Du coup, il y a une grosse contradiction. Alors, effectivement, de notre point de vue, on peut se dire que quand même une révision, ou en tout cas essayer d'aller chercher ce qui a manqué à un procès plus équitable, a du sens, puisque l'objectif c'est qu'il sorte. De son point de vue, je pense que c'est difficilement entendable, parce qu'il est sur une question purement politique, et que s'il doit rester en prison pour s'opposer à la justice bourgeoise, comme on l'appelle, on doit l'appeler, il le fait, quoi. Du coup, il y a cette contradiction qui est là de notre point de vue, qui s'oppose un peu à celui qui est enfermé depuis 38 ans bientôt. Et pour ces raisons-là, ça veut dire aussi que c'est pour lui une partie de son reniement que de dire que je demande une conclusion du procès. Enfin, je ne parle pas du tout à sa place, mais en tout cas, il y a cette question-là dans les échanges qui transparaît beaucoup par rapport à ça. Alors, il ne dit pas tout à fait ça. Il dit on verra quand je serai sorti. C'est-à-dire qu'effectivement, sa crainte, c'est qu'une demande de révision, par exemple, apparaîtrait effectivement comme un reniement. C'est analysé comme un reniement. Alors que s'il sortait par la pression uniquement, après, a priori, il serait d'accord pour autrement dire. Oui, parce que la révision n'a plus le même sens. La révision, après, une fois qu'il est libéré, c'est très cohérent avec son discours sur on va rétablir le sens de l'histoire, en gros. Alors qu'avant, il est vu comme reniement. Moi, je crois qu'il faut en débattre avec lui, mais être surtout c'est dans le respect de sa décision, parce que, je le disais tout à l'heure, il y a des... Quand on regarde d'autres personnes qui ont vécu des emprisonnements ou des dangers de mort avec des attitudes proches de celles de Georges, à un moment donné, ça renvoie à soi, mais ça renvoie aussi à la place qu'on a pris comme symbole, ça renvoie aussi, et dans le rapport de force idéologique et politique, c'est essentiel, et c'est complètement, on ne peut pas venir de l'extérieur dire juridiquement c'est possible. Ça, on peut débattre, mais en tout cas, c'est lui qui mesure la place qu'il a prise. Et je crois aussi que c'est une manière pour lui, il est parfois sévère, de nous renvoyer à nos responsabilités.
Moi, je l'ai entendu dire, mais vous n'êtes pas à la hauteur, camarade. J'attends plus de vous. Et pas j'attends plus de vous parce que j'ai le droit d'être non, j'attends plus de vous parce que politiquement, ça doit venir de vous. Je pense quand même que il est peut-être possible que si le mouvement n'apparaît pas comme dérisoire, le mouvement soit capable de lui faire passer le message qu'on a besoin d'un support juridique pour développer le mouvement. Et donc, tu fais ce que tu veux, tu décides, mais pour faire passer le mouvement du stade où il est à un stade supérieur, la simple demande de révision qui n'a aucun élément de reniement, qui ne remet en cause aucune des déclarations antérieures, nous aiderait, pensons-nous, à faire passer le mouvement à une autre étape. C'est, je crois, peut-être le message qu'on a à lui faire passer, mais c'est lui qui décidera si ça l'intéresse ou si ça l'intéresse pas. Mais de toute façon, avec Georges, tous les débats tactiques ou stratégiques sont possibles, donc il faut les avoir avec lui. Après, de toute façon, vous le connaissez comme moi, il sait dire non. Donc, Alors, ceci étant, sa position ne nous empêche pas non plus quand même, même telle qu'elle est, si elle ne pas, ne nous empêche pas d'avoir des arguments juridiques dans ce sens-là. Donc, je veux dire par là qu'à chaque fois, nous est opposé le fait que s'il ne demande pas sa libération, on ne peut pas le faire pour lui. C'est faux. C'est faux. L'État, alors les services pénitentiaires, tous les 2 ans, font un état de la situation pénitentiaire, d'exécution des peines, et font valoir au ministère de la Justice là où ça pose problème, et rien n'empêche effectivement le ministère de la Justice de prendre des initiatives. Alors après, évidemment, la difficulté, c'est là où la question d'humiliation, je la comprends, parce que pratiquement, ça veut dire quoi? Bon, admettons, je prends le ministère de la Justice, dit, bon, ok, donc M. Abdallah, est-ce que vous voulez être libéré? Puisque vous ne voulez pas faire la demande, nous on estime que vous devriez. Bon. Mais ça enclenche quand même le fait qu'il est obligé de dire oui, je veux être libéré, ce qui est effectivement lui vécu comme peut-être une humiliation en quelque sorte, qui est une sorte de minimum. Mais je veux dire, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais enfin, je veux dire, l'argument qui consiste à dire que seule une demande de Georges permettrait de régler la situation, c'est faux. Alors c'est d'autant plus faux qu'aujourd'hui, la Cour de cassation rejetterait toute demande de sa part faite selon la loi, c'est-à-dire avec un bracelet électronique pendant 1 an, etc., la supposée là, ça serait rejeté puisqu'elle a déclaré que c'est irrecevable tant qu'il n'y a pas d'expulsion. Donc la balle est effectivement, enfin en tout cas, la priorité, c'est l'expulsion. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur dise, nous effectivement, la justice doit suivre son cours et nous, exécutifs, ne nous en mêlons pas, donc on prend un arrêté d'expulsion. Mais en fait, la campagne qu'il faudrait qu'on puisse mener, mais voilà, il faut qu'on se creuse les ménages pour que ça soit compréhensible. Quoi. Il faut exiger l'expulsion de Georges. C'est ça qu'il faudrait réussir à. Parce que pour nous. Il faudrait remplacer la fiche libérer Georges par expulser Georges. Oui, mais il faut que ça soit compréhensible. Il faut qu'on creuse un peu quand même. Mais c'est. Parce qu'y compris des gens qui seraient en désaccord avec ça, sur expulser Georges, je pourrais être d'accord. Oui, c'est dangereux. On est tout en train de dire stop aux expulsions. Et là, on va dire expulser. Mais moi, je pense que ces débats-là, ils sont bloqués par l'état du rapport de force. C'est-à-dire que je pense que même Georges, ses positions sont fonction de l'état des mobilisations. Ce n'est pas la même chose que de demander une révision quand on est des milliers dans la rue
Et aussi, moi je suis le relais du rapport de force et de le faire dans notre situation actuelle où nous sommes quelques centaines. Donc en réalité, pour moi, la priorité, elle reste le travail qu'on a commencé à faire. On a encore du chemin avant que ça soit visible, de telle sorte que lui, dans sa tactique, il prenne en compte ces dimensions-là. Moi, il me semble que la question de Georges de dire oui, je veux être libéré, c'est que Georges ne veut pas le dire à n'importe qui. Voilà. Et donc, il ne veut pas s'adresser à la justice, il ne veut pas s'adresser à n'importe qui, il peut nous le dire, parce que nous sommes des camarades. Et donc, ce qui pourrait, et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on dit à sa place, à quel prix il ne veut pas, à quel prix il ne veut pas, à quel prix il ne veut pas sortir de prison. Mais si on arrivait, si ce il ne veut pas devenait je ne veux pas, à ce prix-là, à ce prix-là, à ce prix-là et à ce prix-là, je pense que ça aurait un autre impact. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, comme quand chaque fois qu'on difficilement on essaie de parler pour lui ou à sa place, ou d'essayer de le transcrire ou de dire ce qu'on croit avoir compris de sa position par rapport à ça, par rapport à sa sortie de prison, on se sent un peu traître. Et il nous renvoie à ça. Voilà. Et c'est vrai que là, par exemple, fallait-il signer, aurait-il signé la pétition au nom des droits de l'homme qui a circulé? Et l'aurions-nous signé pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est uniquement parce qu'il a déjà fait 37 ans qu'on doit signer un truc insignable, adressé à ce ministre-là? Ça serait un autre, ce serait la même chose. Voilà. Donc, il nous renvoie à des petits actes que certains commettent, et que lui se refuse à commettre, parce qu'il a déjà payé. Voilà. Donc, c'est à quel prix, il sait, lui, le seul qui sait à quel prix il a payé déjà tout ça. Donc, pas un sou de plus. Et le jeu nous aiderait sans doute, mais le jeu, on ne va pas essayer de lui arracher. Voilà. Mais pour aller dans votre sens, toutes les fois où dans le livre, je me laissais aller, sans m'en rendre compte, vers tout pour le libérer, parce que quand je vois 38 ans, moi j'angoisse, ça me donne des insomnies, etc. Donc à chaque fois qu'il y avait une phrase où j'ai laissé échapper quelque chose qui n'était pas, il a été intraitable. Il l'a vu, il n'a raté aucun moment, et y compris moi je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où mon souci de libération allait plus loin que. Et là il me disait non, ça tu enlèves ça. Tu enlèves ça. Je ne peux pas sortir à n'importe quel prix. C'était. Là-dessus, il y a une cohérence de faire. Sur le livre, c'est un commentaire, je trouve. Le tour de force, je trouve, de ton bouquin, c'est que faire une biographie ou traiter de la pensée d'un personnage qui est bien dans une case maoïste, trotskiste, il y a quelque chose alors pas simple du tout, il faut compléter, mais en tout cas quelque chose qui est assez droit. Chez Georges, il y a une espèce de mosaïque, moi j'ai l'impression, dans sa pensée politique, qui est difficilement définissable. En tout cas, on ne peut pas le mettre dans une case. Oui, il ne faut pas le trotskisme. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il n'est pas, communiste orthodoxe, il n'est pas stalinien, il n'est pas. Enfin, il y a une mosaïque qui rend la chose compliquée, et du coup, ce qui est intéressant du coup, dans le livre, de comprendre ça aussi, parce que c'est un personnage qui est aussi multiple par son emprisonnement, mais aussi par son parcours politique, le parti national syrien, qui était au tout début, et puis après le FPLP. Il y a tout un truc qui est un peu le fruit de lui-même dans son parcours. Et c'était pas, je pense pas donné, et c'est assez chouette, parce que ça remet cette attitude. C'est important pour comprendre le personnage-là. C'est presque un personnage anachronique, il n'y en a plus des gens comme ça. Ah, ben je sais pas.
J'ai envie de faire une digression, je peux me permettre. C'est une question Cette plus large. droiture, cette droiture, cette... Ah oui, non mais je vais vous parler du contenu des références. Donc, oui, sur la droiture, oui. Non mais sur... moi, je me pose une question plus générale en regardant la trajectoire de Georges. J'espère ne pas choquer personne ici. Je pense si avec Georges on n'a pas un des exemples, mais il est loin d'être le seul, de ceux qui se sont emparés du marxisme et du léninisme, mais en partant de pays qui sont les pays dominés par le colonialisme. Et dans lesquels, voilà, la définition je suis maoïste, je suis trotskiste, je suis ça, elle ne va pas gérer comme ça. Elle va d'abord se construire sous l'angle de l'anti-impérialisme et de l'anticolonialisme, bien sûr, avec l'anticapitalisme derrière, mais qui est relié d'abord au combat immédiat, qui est d'abord celui-là. Et que ça donne une dimension de clivage, moins sur un certain nombre de clivages historiques qu'il y a ici, qui peut apparaître comme étant hétéroclite, mais qui en réalité sont la réalité de ce qu'est être communiste dans un pays tiers-monde aujourd'hui. Et donc je pense que si ce n'est pas ce débat-là, et peut-être que les marxistes d'ici auraient intérêt à prendre au sérieux ce débat-là, qui nous vient de personnes qui sont autant marxistes que nous, mais qui sont d'abord confrontés à l'impérialisme et qui construisent leur rapport au marxisme à ça, par rapport à ça. C'était l'Afrique continentale, je veux dire. En fait, son analyse, moi c'est comme ça que je vois. Je refuse de dire que c'est parce qu'il est incarcéré que finalement il serait bloqué à une analyse de cette époque. Au contraire, c'est quelqu'un qui analyse et qui sait analyser les évolutions de façon un peu, j'allais dire spectateur, oui, et obligé, mais qui analyse très finement les évolutions. Mais en ne perdant pas à l'esprit ce point de départ. Absolument. Je crois que c'est ça le... Alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais mon avant-dernier bouquin avant celui-là, c'était La Tricontinentale. C'est peut-être pas un hasard que... Mais il analyse bien l'évolution du KPUSS, tout ça, Par certains côtés, il m'a fait penser au débat qu'avait Ho Chi Minh avec le PCF. Où il était au PCF, mais il disait au PCF, c'est quoi votre révolution sans décolonisation? Pourquoi vous ne mettez pas la question coloniale au centre? Vous êtes un pays impérialiste, vous ne mettez pas la question coloniale au centre. Ce qui était incompréhensible pour plein de gens du PCF à l'époque, qui pour eux avaient comme analyse, c'est d'abord ici le centre, c'est ici la révolution, voilà. Et donc il y a des choses qui renvoient à ça. Donc c'est aussi le débat entre les marxistes et la planète en fait. Voilà. Puisqu'on parle de l'Afrique continentale, j'attire votre attention sur le fait que dimanche, vous avez une journée boisée avec l'attentat, donc l'assassinat d'un des responsables de l'Afrique continentale, Ben Barka, avec la participation de l'impérialisme français dans cet assassinat. Vous avez dans la même journée RAF pour la guerre d'Algérie et le juge Fayard pour ce qui est des concomitances et des relations entre le grand banditisme et les services d'action civile. Je pense que ça serait bien qu'on y assiste, mais ça serait vachement bien si nos enfants et nos petits-enfants pouvaient participer à la journée du Foubassé pour se mettre au courant de ce qu'a été cette période. Et de faire connaissance avec un cinéaste qui, par ailleurs, a pu être décrié ensuite, mais est quand même dans la veine de Stalag et de ce gros cinéma-là. Moi, si on doit s'arrêter à un moment, parce qu'il y a un moment où il vaut mieux qu'il s'arrête avant la soirée, je trouve que c'est pas une bonne idée d'acheter un seul exemplaire du livre. Non mais je le pense vraiment, c'est-à-dire que je crois que le nom de Georges
Georges qu'il ne peut pas être ignoré du milieu militant, ça ne veut pas dire qu'il connaisse le contenu. Et je pense que si on veut rebondir, il faut vraiment que chacun d'entre nous diffuse le bouquin de Georges. Et peut-être aussi, je dis peut-être parce que je ne l'ai pas vu, le film Fédéline. Donc moi je dis oui. Et le film. Alors moi je voulais dire un truc sur le soutien. C'est vrai que c'est laborieux, j'avoue. Enfin, moi de mon point de vue, ça fait longtemps que je soutiens Georges, mais et on n'a pas le rapport de force. Du coup, c'est vrai que moi je trouve ça chouette le livre que tu as écrit parce que ça permet quand même de mettre noir sur blanc. Il y avait un petit livre qui a été fait avant, on avait ce petit support-là. Du coup, ça permet quand même de raconter vraiment son histoire parce que ça n'a jamais été fait de cette manière-là quand même. Plus après, enfin, et le film, plus le film de Carcar qui sortira, qui est complètement complémentaire et qui montre bien la manipulation judiciaire, médiatique et tout ça. Donc du coup, ça arrive maintenant, toutes ces choses-là, on en avait vraiment bien besoin. Et surtout que Georges, il n'écrit pas. Donc ça a été un grand problème pour nous, comme Suzanne a pu te le dire. Même pour lui faire sortir un communiqué, ça a toujours été, c'est la croix à la bannière. Autant quand tu vas le voir, c'est tellement limpide quand il te parle et tout, voilà, c'est vrai, c'est tout. Donc comme on ne peut pas enregistrer tout, c'est peut-être dommage, parce que si on pouvait prendre sa parole, ça nous aurait beaucoup aidé. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup manqué toutes ces années. Et là, c'est chouette, façon de parler, mais on est tous ces supports, parce que malheureusement, il n'est pas plus présent. Et que je trouve qu'on a quand même avancé au niveau du soutien malgré tout, même si c'est pas assez. Parce qu'entre il y a 15 ans et aujourd'hui, il y a quand même, on entend un peu plus parler. Et puis c'est surtout, on disait autrefois avec André et Philippe, on est allé voir les luttes communistes, lutte contre la discrimination à la mairie de Bordeaux, parce qu'il y a 3 communistes à la mairie de Bordeaux, donc on a dit qu'on aille les interroger quand même sur le cas Abdallah. Et on lui expliquait qu'on a quand même passé vachement de temps à déconstruire toutes les conneries qui ont été racontées aussi sur Georges. Ça a été quand même, une des premiers tractages, ça a été qui crève en cause, voilà, ça a été quand même vachement ça, faut dire ce qui est. Et puis même de la part après vous me direz ce que vous en pensez quand même, mais même au niveau des partis, moi j'ai un peu les boules, par au niveau des militants de base qui font ce qu'ils peuvent. Et moi je suis une nana, je suis pas dans un encarté, on est des gens ordinaires, j'ai envie de dire, on n'est pas des grands journalistes, on n'est pas des grands. Voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas de soutien de part de. Alors à part bien sûr, les intellectuels et tout ça, mais il n'y a pas de soutien de la part même de camarades qui pourraient peut-être, qui se présentent aux élections, par là ils ne donnent pas de nom, mais parce que ce n'est pas un sujet porteur, ça les dessert, parce que c'est la course aux élections systématiquement, et ça c'est fatigant. Parce que pourquoi il y a des personnes qui se présentent et qu'on aime bien, quoi, qui sont plutôt des camarades, ils ne prennent pas position, ils vont venir éventuellement à la manif, ou faire un peu de figuration. C'est reparti à part Louis Prud'homme qui s'est un peu positionné, qui a fait un communiqué et qui est allé voir en prison, je parle de nos élus ici de la région. C'est quand même dingue, quoi. C'est le truc quand même qui te dérange. Alors moi, je me suis demandé, et ça c'est mon truc à moi, quand même je pense que ça s'est vachement endurci sur les relations ici. Il y a 2 France, j'ai envie de dire. Et il y a une France qui est ultra raciste, et même des gens qui pensent ne pas l'être le sont. La cause palestinienne dérange. Les musulmans dérangent, alors qu'il n'y a pas de musulmans, mais comme ils disent arabes, etc. Moi, je pense que ça a rajouté une couche. Il y a quelque chose, c'est pas tendance quoi, de soutenir Georges. Je suis désolée de le dire, moi je suis assez désespérée pour Georges, c'est quand même et à la fois un camarade et un ami, parce que tout le temps on va le voir, on est sa famille ici en France, il faut dire ce qu'il est, les copains et les copines qui vont le voir. Il a besoin de nous aussi humainement. Mais donc ça maintient, j'ai envie de dire. Je suis d'accord avec Isabelle, sauf sur un point. Je connais personne à Bordeaux qui dirait qu'Isabelle est une militante ordinaire. Oui, je veux dire, je n'ai pas de pouvoir. Enfin, tu vois, j'ai pas. Personne n'est un militant ordinaire. Il y a un moyen important, ça peut paraître
c'est important parce que, bon, je sais pas, mais par exemple, demander, ici un mot là, des trucs comme ça, d'essayer de les pousser à le mettre en devanture ou un truc comme ça. C'est déjà le premier point. Deuxième point, je ne sais pas si. Il est en devanture à la machine. À la machine à lire, oui, mais c'est tout. Oui, peut-être. Il était plus. Non, je veux dire par là, est-ce qu'il n'y a pas des primes, des trucs comme ça, si tu veux, auxquels on pourrait le soutenir ou le proposer parce que j'ai l'impression qu'enfin, moi, il y a un déclic. À un moment donné, il faut arriver à provoquer ce déclic. Bon, aujourd'hui, que la conférence de presse n'est pas de journaliste, c'est significatif. Si on arrive, par exemple, à obtenir, je ne sais pas, d'un journal comme Sud-Ouest, un article, si tu veux, sur le bouquin, c'est des déclics comme ça, et je crois que là, le bouquin, pour moi, c'est une base fondamentale. D'abord parce qu'on avait besoin, même pour nous, comme outil, etc. Mais je crois qu'il faut essayer de faire de le propulser vers le haut, si tu veux, parce que d'abord, le travail le mérite, hein, je ne veux pas t'encenser, mais je veux dire, tout le travail de vérification et tout ça, c'était nécessaire. Là. Et je pense à un deuxième truc, l'autre jour, j'ai vu que France Inter, par exemple, rediffusait l'émission Monsieur X. Je ne sais pas si vous avez eu le regard, le temps, je ne sais pas de regarder le Monsieur X consacré à Georges Ibrahim et qui est passé ça fait 20 ans maintenant. Peut-être pas. Pas loin, si, puisque ça fait 20 ans, depuis 98, il n'y en a plus. Ça fait bien 20 ans. Ah oui, ils avaient été rediffusés alors entre-temps. C'était un truc, un outil vachement intéressant parce que bon, il en reste à abonner et tout, mais il avait fait un travail d'enquête, mais le fait par exemple de pousser, d'écrire, dire mais ça serait plus que vous reprenez le truc, repasser cette émission, c'est intéressant parce que ça prouve, je veux dire, il faut absolument arriver à faire décoller. Et ça peut être des moyens, je pense. Juste. De Bonnet. Ils le font passer un peu pour un livre. Qui Georges Ibrahim Abdallah. Oui, mais après, ça fait rien, je veux dire, ça a un mérite. À l'époque, on avait des émissions sur le genre. Oui, mais je suis pas sûre que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça accepterait. C'est pas plus bien. Ah, mais c'est passé. C'est passé, Ça a été rediffusé. Sur Georges. Ouais, elle a été rediffusée. Ils ont rediffusé des Monsieur X. Juste pour aller dans ton sens, non pas parce que c'est moi qui ai écrit le livre, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Dans la première discussion qu'on a eue avec la maison d'édition, c'était vraiment dans cette optique-là. Donc là, il va falloir regarder toutes les possibilités. Mais le fait qu'il y ait eu décision que lorsqu'il y avait achat par 10 par une association, c'était moitié prix, pour que le reste soit mis à la production de matériel, ça vient de là. Le fait que je me sois engagé à reverser tous mes droits d'auteur pour la campagne sur Georges, ça va dans cette dimension-là. Et une des évaluations qui a posé la question du travail, c'est que jusqu'à présent, la difficulté, quand je discute avec les gens qui ont tenté de diffuser le livre, c'est de convaincre les gens de le lire. Mais ceux qui n'étaient pas convaincus et qui ont lu le livre, jusqu'à présent, sont des gens qui viennent dire non, il faut qu'il soit libéré. Et donc ça, alors pas forcément en termes de soutien sur les positions de Georges, hein. Parfois justement c'est en disant mais c'est pas normal de le garder en prison. Et donc tout le problème c'est de le mettre entre les mains de quelqu'un et de le pousser à le lire. Quoi. Mais visiblement ceux qui l'ont lu, les convaincants. Voilà, pour des non convaincus je parle, hein. Nous on était déjà convaincus. Il faut le pousser dans les foires aux livres, des trucs comme ça. C'est quand même des créneaux, si tu veux, maintenant, je mets par exemple Blois, l'histoire de Blois, ou des trucs comme ça. Moi, je ne sais pas quelle est la position des éditeurs, s'ils ont accès à ça ou pas. Ta brief, je veux dire, il faut arriver d'une manière ou d'une autre qu'on en parle. Parce que c'est un outil indispensable. Alors, je me permets quand même, par rapport à ce que dit Saïd, de dire soyez prudents et pédagogiques avec les libraires. Je veux dire par là que la logique
des libraires aujourd'hui, y compris post-pandémie, c'est les associations doivent comprendre que les livres doivent passer par le circuit librairie. Je suis de ceux qui expliquent aux libraires en question que les associations ont besoin de vivre et que c'est un instrument, mais il faut mieux essayer de ne pas provoquer les libraires, en particulier en n'annonçant pas que le circuit est parallèle, et d'autre part en n'annonçant jamais qu'on ne vend pas au prix. C'est juste une remarque pour faire attention à ça, et d'autant que si on ne fait pas ça, on aura du mal à obtenir que des libraires fassent la présentation du livre comme on peut le souhaiter. À titre indicatif, on avait demandé et à la librairie Georges et à la librairie La Machine à lire que ce soit dans leurs locaux que se fasse la présentation. L'argument que les deux librairies partagent, Georges, c'est pas le même jour que le film où il n'y a rien. Vendez le livre au cinéma, il n'y a pas de problème. C'est un choix. Mais je pense que ça n'enlève pas la possibilité. Alors, je ne connais pas la maison d'édition, je ne sais pas quelle est sa puissance de conviction, mais je pense qu'il faut, les uns et les autres, que l'on propose aux libraires des présentations du bouquin et qu'éventuellement le bouquin soit présenté non pas par Saïd qui ne viendra pas dans le 15 librairies de Gironde, mais soit présenté par le comité Libère de Georges. On est habilité, bien évidemment, à le faire. Si vous faites ça, moi je veux bien travailler avec des amis qui maîtrisent la vidéo pour faire une petite introduction de 10 minutes qui permet, parce que les gens viennent aussi pour l'auteur, donc voilà, ça permet de justifier pour ça. Après, c'est la communauté. Non, il y a peut-être quelqu'un qui peut déjà faire la vidéo avec ce qu'il a filmé. Absolument. Oui, Frédéric. Non, pour le livre, moi par contre, elle est à Toulouse. Oui, n'hésitez pas à la contacter. C'est pas moi qui m'en ai pense à des pas cela. Je pense qu'elle pourra faire un peu le. Tu l'as pris Oui, son bouquin. Et un Tiens, tu me le tiens? Tu me le tiens, s'il te plaît? Ceux qui prennent des livres sur la table de la cheminée, Tu me le tiens? c'est des paiements directs à Je vais le faire dédicacer. Tu me filmes? Ce sont des paiements sur la table. Oui, j'en ai déjà pris un d'ailleurs, mais allez-y. Faut appuyer quelque part pour filmer. Il faut appuyer quelque part pour filmer. Elle. Ah non, non, elle veut pas filmer, je pense. Si, elle veut que je la filme. Elle est en train de lui faire signer le bouquin. C'est compliqué, je t'explique. J'ai eu la place pour le faire. Voilà, c'est bon. Tu savais pas, c'est pas Non, non, c'était déjà en route.